Je sais que, je vais pas citer de nom, mais j'ai un client qui développait une artiste, qui a pas mal marché après, qui faisait du rap. C'était une femme, et il a eu énormément de mal à trouver une maison de disques parce qu'on lui disait: «Non mais» il y a quelques années, hein, il y a pas encore récemment, on disait: «Non, une femme dans le rap, c'est ça va pas marcher», donc il a eu beaucoup de mal et il a réussi à la développer tout seul et ensuite, ils sont tous venus mais Mmh. oui, de toute façon, je pense que dans le milieu du rap, c'est sûr que, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. C'est évident, alors que, il y a plein de talents, tu vois? Mmh. Mais, après, de manière générale, je pense que les femmes dans notre société, elles ont moins confiance en elles, mais parce qu'on est éduqués comme ça. On est éduqués à: «Tiens, reste sage, bien, tranquille, non mais c'est l'homme qui va gérer, c'est ci et c'est ça» et du coup, on a l'impression que souvent les choses sont insurmontables, on va pas y arriver, c'est pas pour nous, nous il faut qu'on reste à notre place, qu'on s'occupe des enfants déjà c'est bien, enfin tu vois? Moi je pense que, à titre professionnel, il y a 3 éléments qui permettent, peut-être, enfin d'arriver à quelque chose. Il y a un le talent, il faut quand même un peu en avoir un petit truc en plus, peut-être que les autres ont pas, mais ça va être genre 20 tu vois? Il y a la chance, parce qu'à un moment, tu as toujours des opportunités qui t'arrivent, faut savoir les saisir et il y a toujours ça un moment dans ta vie, mais c'est aussi genre 20 et après, genre les 60 c'est le travail, Mmh. tu vois? Donc il faut beaucoup travailler, mais oui, mais comme tout le monde, hein, ch là pour les hommes ou pour les femmes. Mais en fait, tu es une femme, oui, tu peux y arriver et surtout arrête d'écouter les autres, en fait, qui te disent on est dans une société, on nous dit: «Non, non, fais pas ça, mais tu te rends pas compte». Moi, quand, on a voulu monter notre cabinet, je me disais: «Mais oh, mais tu vas pas gagner beaucoup d'argent, mais attention, mais tu auras pas de clientèle». Enfin, je sais pas si c'est spécifique à la France ou spécifique aux humains, mais on vit beaucoup dans la peur, en fait, Mmh. tu vois? Donc non, franchement, il faut y aller, il faut si tu travailles, tu vas y arriver. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Merci d'être venue, Christine. Donc avant qu'on plonge dans ton actualité et ton parcours, j'ai une question, et tous ceux qui suivent cette émission la connaissent. J'aimerais tout simplement savoir comment tu vas aujourd'hui? Vaste question. S globalement, ça va. Après, c'est vrai que, bah, je pense que toute la difficulté, moi, à titre personnel dans ma vie, c'est de concilier un peu, tout. Le travail, la vie personnelle, les enfants et je pense que quand on est une femme, on a encore plus ça sur les épaules, quoi. Et voilà, comme je travaille beaucoup, quand je travaille, je culpabilise beaucoup, de pas être avec mes enfants. Quand je suis avec mes enfants, je culpabilise beaucoup parce que je me dis: «Ah non, j'ai encore ça et ça et ça à faire». Donc la culpabilité, est très présente dans ma vie, mais ça va. Ouais, mais c'est vrai que c'est complexe, hein. C'est compliqué, ouais, Ouais. je trouve, et je pense que quand on est une femme, la société nous fait un peu culpabiliser aussi. Mmh. C'est-à-dire que comment tu peux être autant à ton travail alors que, tes enfants, ils ont besoin de toi et je pense que c'est un peu des injonctions que les hommes n'ont pas, en fait Mmh. et je pense que pour eux, c'est plus facile, C'est du clair. coup. Et quand tu travailles pas, on te reproche aussi, «Ah, tu fous rien, t'en fous pas une». Alors, oui, peut-être. Après, moi, du coup, c'est pas c'est Oui. pas le cas. Mais en tout cas, je pense qu'un homme qui travaille beaucoup va moins culpabiliser de laisser ses enfants avec leur mère, en fait. Mmh. Tu vois? Parce Donc, qu'il y a l'entourage aussi qui, parce qu'il y a la encourage l'homme à mère et travailler. que parce qu'il y a la mère et que la mère, Mmh. est censée être là pour ça, dans la société dans laquelle on vit, quoi. Mmh. Et si le père est pas là, c'est pas très grave. Hem, Tu vois? Alors que c'est vrai que quand tu es une femme, tu es tout le monde va à un moment te dire, «Ah mais tu devrais lever le pied, travaille pas autant» et cetera, quoi. Alors Mmh. qu'on remet pas forcément en cause les ambitions d'un homme, en fait. Mmh. Tu vois? Ah bah, clairement. Donc En plus, tu dois le ressentir beaucoup, toi, dans ton milieu. oui. Ah bah, oui. Hein, hein. Mais c'est pareil, hein, dans la musique. Moi, j'étais dans la musique. Quand il arrive le moment d'avoir des enfants, tu vois, tu vas jamais demander à un rappeur qui vient d'avoir, ou un artiste qui vient d'avoir un enfant, «Mais tu vas faire une pause pour t'occuper de ton enfant?» ou tu vois? Ah mais c'est ça. Une femme, Ah on sait mais qu'elle va faire une pause, quoi. on sait Enfin, qu'elle va faire une pause et quand elle en fait une pas suffisamment longue par rapport à ce qu'on attend d'elle, c'est aussi problématique.
Moi, je sais que j'ai eu 3 enfants et franchement, j'ai dû reprendre et encore, j'ai repris le travail officiellement assez vite par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que, tu vois, peut-être au bout de 2 mois. Mais en fait, à 2 mois, ton enfant, il est tout petit et c'est pas compréhensible que tu repartes travailler, en fait. Alors que mais après, quand tu travailles et que tu es indépendante, 2 mois, c'est énorme, en fait, Ah bah, clairement. tu vois? Mmh. Mais effectivement, moi, enfin, voilà, c'est des remarques que j'ai eues. Heu, Mmh. mais ah bon? Mais tu reprends déjà? Mais regarde ton enfant et enfin, toujours de la culpabilité, Ouais, quoi. c'est ça. Et je sais que c'était Rachida Dati, je crois, hein, qui était partie, avec son Oui qui était partie le 3e jour, après l'accouchement, et à ç l'Assemblée ou je sais et plus ça avait où, été une histoire. ouais, grosse polémique, ouais. Énorme polémique, alors que voilà, effectivement, comme tu dis, un homme, qui a un enfant, et qui repart travailler 3 jours après, personne va lui poser de questions, en fait. Et tes enfants sont où là? Tu les as laissés? C'est les vacances, Ouais, c'est les vac avec leur père. Bah, ça va au moins il sert, Oui, il est dans la musique et du coup, il travaille beaucoup à la maison OK. et du coup, ouais, il est beaucoup avec eux. Bon, bah, c'est cool. Donc, on parle souvent, de toi, dans le milieu du rap. Dès Mmh que mh. ça dépasse un petit peu la sphère, on va dire, artistique, plus business, quoi. Comment toi, tu vis ce rôle un peu inattendu d'être devenue une figure clé de la scène rap français? Alors, c'était pas du tout, prévu, en fait. C'est vrai que moi, à la base, je j'ai beaucoup écouté de rap quand j'étais, plus jeune. Enfin, j'en écoute toujours, hein, ça a toujours été ma musique de prédilection, donc j'ai toujours eu une attirance par ce milieu, déjà. Et puis, du coup, ça s'est fait un peu naturellement, mais c'est vrai que je c'est pas quelque chose que j'avais ambitionné, en fait. Donc, bah, aujourd'hui, moi, je suis contente de travailler avec des gens dont, j'admire, la musique, en fait, tu vois? Que il y a beaucoup de gens qui encore aujourd'hui dénigrent ce genre de musique, dénigrent les rappeurs, d'où ils viennent et cetera, leur façon de faire, leur façon d'être. Donc moi, en tout cas, ça me fait plaisir de travailler, avec des gens que j'apprécie et voilà, dans un respect mutuel. Et après, c'est vrai que c'est un milieu beaucoup d'hommes, mais ça a jamais été quelque chose qui a été problématique. C'est pas enfin, je le dis parce que souvent, on me pose la question. Je dis: «Mais comment tu fais, au milieu de tous ces hommes, tous ces rappeurs et cetera?» Mais en fait, il y a moi, je sais que la problématique, enfin, mon rapport homme-femme, il a jamais été avec mes clients parce qu'ils sont dans un respect absolu, il y a aucun problème. Mais ça a plus été, je pense dans la société de manière générale, c'est que déjà quand j'ai commencé avocate avec les autres confrères parce que c'est pour le coup, aussi le milieu d'avocat, c'est un milieu, beaucoup d'hommes, où les cabinets sont dirigés par des hommes et en fait, quand il y a une femme qui arrive là, c'est pour eux, tu vois, t'es un peu, tu en dessous, quoi, Mmh. enfin et moi, comme je suis là et je lâche jamais l'affaire, en fait, du coup, ils ont été confrontés à moi et ça a été très dur au début. De ressentir, ce machisme, qu'il soit conscient ou inconscient, hein, mais ça a été assez dur j'ai dû me battre vraiment, en fait. En fait, tu es là, tu lâches pas, tu t'en prends plein la gueule, mais tu es obligé de Mmh. continuer et voilà, c'est assez violent et bon, voilà, des réflexions un peu machistes et cetera. Après, je pense que dans tous les milieux, quand tu arrives à un moment, à t'imposer, c'est-à-dire que quand les gens comprennent que, de toute façon, tu es là et tu seras toujours là parce que, bah, c'est comme ça, en fait. À un moment, ils arrêtent, tu vois? Ou ils comprennent que, bon, c'est pas la peine tu vois, De tester, ouais. ouais, de tester, d'essayer de toujours te dénigrer, de te rabaisser, ça servira à rien, tu seras toujours là, en fait, tu reviens toujours Mmh. donc voilà. Mais voilà, après moi, franchement, je les gens me disent beaucoup, «Ah, tu voilà, t'es dans le rap, tu super connue en tant qu'avocate et cetera». Mais j'avoue que je le vis pas du tout comme ça, de pas spécialement une fierté. Moi, je suis juste contente déjà d'aider les gens, d'aider les parties économiquement les plus faibles dans ce genre dans cette industrie, de encore une fois travailler avec, heu, des artistes dont j'apprécie, la musique, le style et cetera. Donc moi, je suis contente de faire ça. Maintenant, ce statut,
je... Franchement, c'est vrai, ça me passe un peu au-dessus, quoi. Hmm. Et toi, Tu tu vois vois? une différence? Je suppose que tu as déjà travaillé avec des artistes non rap, des artistes de la pop ou du Ouais, rock ou bien d'autres sûr. musiques. Est-ce que toi, tu vois une différence de... Ou- Oui. Alors oui, bien sûr, je travaille pas qu'avec des gens qui sont dans le rap. Je vois une différence dans la façon d'aborder la musique parce qu'il l'aborde beaucoup en termes de business. J'ai l'impression que ce sont des gens qui ont beaucoup galéré financièrement dans leur vie et qui ont besoin à un moment qui se rendent compte que le rap, ça génère beaucoup d'argent. Ça peut générer beaucoup d'argent, ça peut ne pas en générer, mais ça peut générer beaucoup d'argent. Et c'est des entrepreneurs en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'argent. Souvent, peut-être un peu plus que... Alors, je veux pas dire plus que faire de la musique parce que c'est des passionnés aussi, mais ils ont vraiment cette mentalité business que on va moins peut-être retrouver dans la variété, qui vont être plus sur l'artistique vraiment et qui Heu, eux, c'est des capitalistes. Je dis souvent mes clients, c'est des capitalistes en Hmm. puissance, quoi. C'est-à-dire que et il faut négocier, les plus grosses avances Hmm. et prendre l'argent, tant qu'elle est là, il faut prendre, le maximum, en Et fait. ça, est-ce que c'est les managers, les agents, etc., ou c'est les artistes aussi? Franchement, les artistes aussi. Ok. Ouais, les artistes aussi. Mais après, parce que je pense qu'il y a un fantasme, hein, autour de ça. C'est-à-dire Hmm. que, on voit, il y a beaucoup de rappeurs qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont des belles voitures, qui ont ci, qui ont ça, et ça fait fantasmer. Et surtout, ça montre que c'est possible. Donc, ils veulent tous avoir ça aussi, tu Hmm. vois. Et je peux comprendre. Et puis en plus, il y a un tel cynisme dans l'industrie musicale que, si tu veux, les maisons de disques, si elles voient que tu as un potentiel et que tu vas générer de l'argent ou que tu en génères déjà, elles vont te proposer de bonnes avances et elles vont être avec toi. Par contre, si tu commences à baisser, à avoir moins de buzz, à être moins hem, dans le game, et cetera, elles vont te lâcher, en fait, tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'elles en ont rien à foutre, en fait. Que tu fasses, de la bonne musique ou pas de la bonne musique, c'est plus leur problème. Hmm. Donc elles aussi sont là-dedans. Toutes les maisons de disques sont là pour faire de l'argent. Donc à un moment, c'est aussi compréhensible que les artistes se disent: «Ben, en fait, moi, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, quand je le peux, en fait». Bien sûr. Ouais. Parce que quand, je les intéresserai plus, elles vont plus Oh, m'aider. ils ont Voilà, conscience de elles ça. seront plus là. Hmm. Voilà, ils ont conscience de ça D'être et un voilà. produit et Donc c'est d'être... vrai que c'est ça. Donc c'est vrai que ça a un côté cynique de la part de l'artiste de dire: «Bon, moi, en fait, je veux de l'argent, mais les maisons de disques en face étant comme ça, je comprends aussi». Hmm. Tu vois? Œil pour œil, Dent pour dent, ouais. dent pour dent, quoi. Ouais, et en plus, Tu il y a vois? aussi on va dire, les aînés, enfin après je sais pas s'ils voient avec les aînés, les carottes que les anciens artistes se sont prises, en signant avec des majors, en ayant des toutes petites Bien avances, sûr. Oui, c'est donc ça et puis en signant les mauvais contrats. mmh, C'est-à-dire qu'il y a une grosse évolution, contractuelle, dans le rap et qui est due au rap. C'est qu'on est passé de contrats d'artistes ou de contrats de licence où les artistes, les producteurs indépendants gagnaient très peu d'argent, à des contrats de distribution où, la grande majorité des revenus, revient, aux artistes et aux producteurs indépendants. Donc, il y a ça aussi qui s'est beaucoup inversé et voilà, ça participe de tout cette même volonté à un moment de récupérer et c'est normal. C'est-à-dire qu'effectivement les maisons de disques se sont gavées pendant des années. Maintenant on revient à un système un peu plus, équitable, et voilà, on se recentre sur ceux qui font la musique, en fait, tu mmh, vois? Et sur les artistes et sur les producteurs indépendants. mmh, Parce que, sans producteur indépendant, il y a pas de musique aujourd'hui. Sans producteur indépendant, la maison de disque, elle peut rien faire parce que les maisons de disques ne font plus de développement, ne développent plus d'artistes, tu vois? Elles vont regarder qui a fait un buzz sur TikTok, regarde les progressions de stream, et cetera et quand, ça arrive à un certain niveau, c'est là qu'elle te signe, tu vois? Donc s'il y a pas de producteur indépendant avant pour faire le taf, bah, il y a plus d'industrie musicale, en fait, tu vois? mmh, Donc c'est normal que la majorité des revenus reviennent à ceux qui sont à l'origine de la création et même du business, en fait et qui prennent les risques, et qui prennent contrairement les aux maisons de risques, disques, bien sûr. hein. Ouais. Comment toi, tu t'es lancé? Parce que tu étais dans le droit, presque par hasard, et tu t'es lancé, tu t'es retrouvé à défendre des artistes, des beatmakers, des managers, et cetera.
comment ça s'est passé? Bah, en fait, effectivement, j'ai fait des études de droit un peu par hasard, effectivement. Heu, Après, j'ai fait des stages. Je suis arrivée finalement, j'ai été embauchée dans un cabinet, qui était, spécialisé dans la défense des artistes et des producteurs indépendants. Et après, en fait, je sais même pas, je pense simplement que, c'est mon attirance naturelle vers ce style de musique qui a fait que, je pense, je me suis aussi beaucoup intéressée à ces artistes et que du coup, quand il y en avait un qui venait me voir, je m'investissais beaucoup et après, tu sais, avocat, c'est beaucoup de bouche à oreille, en fait. Donc tu t'investis beaucoup pour un artiste, il va dire à un de ses potes qui aura besoin d'un avocat: «Bah, tiens, viens la va Mmh. la voir» et cetera. En fait, ça s'est fait un peu naturellement comme ça, mais c'est vrai que je pense que, oui, je me suis beaucoup investie, pour ce genre d'artiste. Donc après, ça s'est fait naturellement et puis comme je te le disais, c'est que je pense qu'il y avait beaucoup, surtout à l'époque, heu, les avocats dénigraient un peu de manière générale, hein, dénigraient, ce milieu. Le milieu du hip-hop, le rap, les rappeurs et cetera, tu vois? C'était un peu genre, et moi, je pense que j'avais ce truc qui faisait que comme il y avait ce respect de ma part, tu vois, ça a beaucoup plus matché et je pense que enfin, je sais pas ou peut-être aussi parce que j'ai un client un jour qui m'a dit: «Oui, mais tu as les mêmes codes que nous», tu vois? Il y a ça aussi. Tu vois, je les comprends, on se comprend, qui fait qu'au bout d'un moment, bah, peut-être que, oui, les rappeurs, les rappeuses se disent, qu'il y a une compréhension de ma part de leur façon de faire, leur milieu, tu vois? Mmh. Je pense. Parce que c'est pas, j'ai pas une technique, à la base, que j'ai écrite quoi, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est en fait, tu es resté toi-même et tu les as pas pris de haut. C'est ça. Je pense. Enfin, Mmh. c'est l'analyse que j'ai parce que c'est vrai que tout le monde me dit, d'où ça sort? Mais je sais pas, ouais, je pense que ça s'est fait naturellement parce que, ouais, feeling quoi, tu vois? Mmh. Et tu te souviens, toi, du moment où tout a basculé? Oui, je pense que, la même année, j'ai commencé à m'occuper de Ninho en 2017, de Lacrim, de plusieurs artistes de la section d'assaut et je pense que cette année-là a été, primordiale, ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, ça a commencé à grossir et c'est là que j'ai commencé à vraiment être identifiée, rap et après, Mmh. ouais, quand il y a eu des top artistes, en fait, OK. tu vois? Et c'est là où les gens ont commencé à Oui et puis tu vois: ouais. «Ah, c'est l'avocate de Ninho. Ah, c'est l'avocate de la crime. Ah, truc», tu Mmh. vois? C'est en fait, toi, tu es la même personne, mais les gens, fantasment sur le fait que, parce que tu es l'avocate de tel top artiste, quoi, tu vois? Mmh. Ils se disent: «Bah, si lui, il lui fait Il fait confiance, confiance, bah, bien sûr, ouais. c'est que», tu vois? Mmh. Doit y avoir un niveau de fou. Ce qui est vrai. Peut-être. Donc on a entendu beaucoup d'artistes se plaindre au sujet de leur premier contrat, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux artistes à l'ancienne et cetera et même les nouveaux, hein. Dire qu'ils se sont fait carotte, ça, il y a eu même Mmh. du linge sale lavé, Mmh. non, pas en famille, mais au public, quoi. Pour toi, sur qui repose ces problèmes-là, ça repose sur l'artiste ou le producteur? Est-ce que c'est à cause de l'artiste ou à cause du producteur? Ouais. Ah, ben c'est à cause du producteur. Après, il y a eu beaucoup de Quand je dis ça, c'est enfin, tu dis naturellement, ça se repose sur le producteur. Mais si pas le producteur propose un contrat à l'artiste, l'artiste lit, le contrat. oui, Il d'accord. signe Alors le OK, contrat. alors oui, sauf que déjà, il y a une problématique, c'est que, un artiste qui est en développement va forcément signer un contrat qui lui sera pas totalement favorable parce qu'il est en développement et qu'il est pas dans un rapport de force qui lui est favorable. Donc c'est compliqué, même s'il a un avocat, parce que déjà, il y en a qui signent sans avoir d'avocat, surtout à ce stade-là de développement. Mais même si tu as un avocat, l'avocat, il va être surtout là pour lui expliquer ce qu'il signe, mais pas forcément pour négocier de meilleures avances, de meilleurs taux et cetera, tu vois? Donc c'est pas de la faute de l'artiste s'il signe un contrat, qui n'est pas forcément bon, tu vois? C'est parce que, il a pas, la possibilité de mieux négocier, tu vois? C'est comme ça, tu vois? C'est normal. Après, après je pense qu'il y a un problème dans les contrats d'artistes. C'est-à-dire que les contrats d'artistes, effectivement, tu signes avec un artiste en développement.
qui n'a pas sorti d'enregistrement jusque-là ou qu'on a sorti, bon, qui pour l'instant, voilà. Du coup, le producteur, lui, donc il fait signer un contrat qui dit que il va être propriétaire de tout ce que va faire l'artiste, tous ses enregistrements pendant je ne sais combien d'années. Tu vois, si en général, il y a au moins 3 projets, donc c'est au moins pendant 5 ans, peut-être 6, 7, 8, tu vois. C'est le producteur qui va être propriétaire de tout. Sauf que entre-temps, l'artiste, il va évoluer et peut-être que ça va bien marcher, voire très bien marcher. Et que il va arriver à un niveau peut-être de star, générer beaucoup d'argent, mais avoir encore un contrat d'artiste en développement parce qu'il n'aura pas été prévu une évolution et parce que les contrats artistes ne permettent pas, en tout cas les usages font que dans les contrats d'artistes, on met une redevance d'artiste, mais même si elle évolue, elle passe de 13, 14, 15, 16%, on reste toujours dans ces eaux-là. Alors que je pense que, en fait, dans les contrats d'artistes, on devrait prévoir à un moment que, une fois que tout est rentabilisé ou que tu as obtenu tel certif, etc., bah viens, on fait des répartitions plus équitables, tu vois, on fait peut-être un 50-50. Tu vois, ce serait déjà plus logique. Et que même on restitue la propriété des masters au bout d'un certain nombre d'années ou une copropriété des masters au bout d'un certain nombre d'années, tu vois. Donc, c'est aussi le système. Et ça, les contrats artistes, c'est les maisons de disques qui les ont développés, imposés, tu vois. Donc, c'est totalement en leur faveur. Et elles ont imposé ça. Et du coup, c'est devenu un usage. Et du coup, aucun producteur indé n'ose, en fait, bah, proposer quelque chose de plus avantageux pour l'artiste parce que aussi, tu vois, ils ont un peu peur et puis qu'ils se disent ouais, mais imagine moi, tu vois, parce que les premières années, le problème c'est que le producteur il va faire que sortir de l'argent, donc il perd de l'argent, donc il va peut-être se dire aussi ouais, mais moi le jour où je commence à en gagner, il faut vraiment que j'en gagne et donc à quel moment je vais commencer à faire ça, à faire 50-50 avec l'artiste, ça bon. Donc il y a une problématique avec les contrats artistes déjà. Après, le producteur peut, en cours d'exécution du contrat, il peut très bien à un moment proposer à l'artiste une meilleure rémunération, tu vois. Bon, donc ça, s'il le fait pas, voilà. Et puis après, il y a surtout des producteurs qui respectent pas les contrats, enfin, tu vois, qui ne payent pas les salaires pour les studios, pour les tournages de clips, qui rendent pas les comptes, qui payent pas les redevances, enfin, tu vois. Et c'est surtout ça. Et s'il y a ce problème-là, enfin ce défaut de Mhm. transparence, l'artiste peut récupérer son contrat? Alors, il peut casser son contrat. L'artiste, il peut, s'il n'est pas payé de ses salaires, principalement, parce qu'en fait, bon, bref, c'est un contrat de travail. S'il n'est pas payé de ses salaires, il peut casser son contrat. Ouais. Et du coup, ça veut dire que, bah, après, il est libre, il peut aller voir un autre producteur. Il ne sera pas pour autant propriétaire des enregistrements qu'il aura enregistrés avec le producteur, parce que ça, le producteur restera propriétaire, mais il sera libre. Ouais. Mmh. Après, le truc, c'est que ça, tous les artistes ne le savent pas. Et donc, il y en a beaucoup. Et puis après, il y en a aussi beaucoup qui ont peur pour leur carrière. Je ne vais pas citer de nom, mais je sais qu'il y en a qui sont restés longtemps, enfin, qui sont allés jusqu'au bout de leur contrat, alors qu'ils auraient pu l'arrêter depuis, tu vois, parce qu'ils ne voulaient pas commencer à être en litige et que, du coup, ça bloque leur carrière et qu'ils ne puissent plus sortir parce qu'à un moment, le producteur, tu vois, il va aussi faire des représailles. Donc, il y en a qui privilégient leur carrière, qui disent c'est pas grave, je vais au bout, je donne les projets que j'ai à donner, je vais jusqu'au bout du contrat, après je serai libre et même si je gagne peu d'argent. Je sais que j'en ai vu aussi, tu vois. Okay. Mais donc voilà, mais bon, en tout cas, si il y a un problème de paiement, de salaire, de redevance, etc., ça c'est la faute du producteur. J'avais vu je sais pas si tu avais vu sur TikTok ou Insta, je me rappelle plus, une nana en fait qui était signée avec des producteurs et qui pleurait. Il disait je suis bloqué, etc. Je peux rien sortir avec mes contrats et tout. Pour moi, enfin, moi j'étais dans la musique. Je pense que tous les contrats ils sont cassables. On peut être libre si on le veut. Hein. Et je sais de qui tu parles. Ouais. Le problème, c'est que c'est dans le milieu du rap ou de ce qu'on appelle urbain, et que là, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, c'est pas juste casser ton contrat, envoyer une lettre recommandée et dire voilà, c'est bon, vous avez pas fait ci, vous avez fait ça, je suis libre. Là, c'est la rue aussi derrière. Ah oui, c'est les. Ok, d'accord. Et il y a des représailles. Ok, parce que je pensais que c'était juste contractuel. Parce qu'elle pleurait, je suis bloquée, tatati tatata.
Moi, je me dis, Après, si, attention, parce que s'ils ont payé les salaires, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux démissionner, ce qu'on appelle prendre acte de la rupture de son contrat, s'il n'y a pas de paiement de salaire ou il y a une faute grave, en fait. Mais si les salaires sont payés, que les décomptes sont envoyés et qu'en fait, le producteur fait en sorte de faire le minimum de travail pour sortir, tu sais, parce que tu as des délais qui sont longs dans les contrats, donc tu peux signer un contrat et que le producteur n'ait l'obligation de sortir ton projet que 1 an ou 1 an et demi après. Donc, il peut aussi faire de la rétention, pas sortir de single avant, enfin, tu vois, la harceler, enfin... Après, il n'a aucun intérêt de le faire. Ah non, si, il y a des fous. Ah Il oui, n'y a aucun intérêt, mais il y a des fous, il y a un problème d'ego. Et c'est que des histoires d'ego, ça. De toute façon, les litiges, quand c'est comme ça, c'est que des histoires d'ego. C'est un moment, je sais pas pourquoi, mais il veut lui nuire, ouais. Et il n'a pas d'intérêt financier, quoi. non. Mais après, non, c'est juste faire chier, quoi. C'est nuire à la personne. Ouais, vraiment. Et perdre son temps. Et moi, je sais que j'ai vu... pour un artiste, une fois, on avait, pareil, gros litige avec le producteur et tout. Donc, on en a eu marre, on a fait un procès. On a gagné, on a cassé le contrat, on a gagné le procès. Et en fait, il a continué à... En fait, ce que font les producteurs, c'est qu'ils vont intervenir auprès de toutes les maisons de disques, envoyer des mises en demeure en disant « vous n'avez pas intérêt à travailler avec lui ». Et en fait, même si l'artiste, de son côté, il dit « non, mais moi, regardez, je suis libre, truc », les maisons de disques, elles vont avoir peur, en fait. Donc, il y a ça, déjà. Et puis, il y a les intimidations, comme je te dis, par ailleurs, dans la rue, quoi. Tu vois, faut gérer tout ça. Ouais, ils veulent pas s'immiscer dans les histoires, dans les embrouilles, quoi. On entend parler de sommes énormes aujourd'hui dans le rap. Des sommes que moi, en tout cas, à mon époque, j'entendais pas. Donc, on parle d'avance à 6 ou 7 chiffres. Peut-être plus, non? Je sais pas, c'est toi qui vas me dire. On parle d'avance à 7 chiffres, ouais. 7 chiffres, ouais. Après, c'est souvent des contrats à 360. Oui, tout le temps. Quels sont les vrais dangers de ce type de contrat? Déjà, c'est des contrats de distribution. Parce que là, tu parles de top artistes. Quand on est dans ces montants-là, c'est des top artistes. Les top artistes sont plus en contrat d'artiste ni en contrat de licence. Donc, de toute façon, c'est des contrats de distribution. Les dangers de ces contrats, tu veux dire les dangers dans l'exécution du contrat? Les dangers, type de oui. contrat ou par rapport au montant? Non, par rapport à l'exécution, oui. Ouais. Non, en fait, les contrats de distribution, la problématique, c'est que la maison de disques a peu d'obligations, en fait, dans les contrats de distribution. C'est-à-dire que tout repose sur le producteur. La maison de disques, quand tu parles de millions d'euros d'avance, c'est pas que pour aller s'acheter une Lamborghini, quoi. C'est des budgets pour travailler. Donc, il y a dans les avances qui sont données, il y a des budgets pour le marketing, pour la promotion, pour produire les clips, pour produire l'album, effectivement. Et en fait, le producteur prend cet argent, mais après, c'est lui qui doit tout faire. C'est-à-dire que même la promo et le marketing, c'est lui qui doit faire. Donc, la maison de disques est censée l'aider, mais toute l'initiative et tout le travail, en fait, c'est lui qui doit le faire. Et si jamais la maison de disques ne le fait pas, la maison de disques va dire « Ah bah oui, mais t'es mignon, t'es en contrat de distrib, en fait. Donc, c'est à toi de le faire. » Et donc, le risque, c'est de ne pas être assez staffé. Parce que surtout, quand t'es un artiste qui t'autoproduit, je veux dire, toi, t'es artiste, t'as autre chose à faire que de t'occuper, tu vois, de trouver des campagnes marketing, des interviews, etc. Tu vois, donc il faut que t'aies des gens à côté pour faire ça. Il faut que t'aies un attaché de presse, il faut que t'aies un chef de projet, éventuellement un DA si t'en as besoin, tu vois. Et c'est casse-gueule parce qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, en fait. Tu vois. Donc moi, c'est pour ça que je pense que l'idéal, mais on n'a pas encore trouvé comment, mais ce serait un système intermédiaire parce que l'autre contrat, c'est le contrat de licence, mais en gros, pour schématiser, dans le contrat de licence, tu as 30%, dans le contrat de distribution, tu as 70%, à peu près, tu vois. Donc évidemment, on a bien compris que le contrat de distrib, c'est plus intéressant. Mais le contrat de licence, l'intérêt, c'est que la maison de disques s'occupe de tout le côté promotion et marketing, voire avance aussi les frais pour les clips, des fois s'occupe aussi de la prod, etc. Tu vois. Donc, il y a beaucoup plus d'accompagnement dans le contrat de licence.
Mais les producteurs gagnent pas assez d'argent. Hmm. Et quand je dis 30%, c'est beaucoup moins. Et après, il faut payer l'artiste, etc. Donc, il faudrait un système un peu intermédiaire entre les deux, où les producteurs puissent être bien rémunérés, mais qu'il y ait plus d'accompagnement du côté de la maison de disque. Parce que les contrats de distribution, c'est en ça que c'est casse-gueule, en fait. Ok. On est dans une époque où un beatmaker peut envoyer une prod sur Insta, où un artiste peut enregistrer dessus, faire une top line, puis sortir le morceau. Juridiquement, quand un beatmaker envoie une prod et qu'il fait une top line qu'un artiste reprend, qu'est-ce que ça change et qui détient quoi? Alors déjà, les top lines, si un beatmaker fait une top line, ou n'importe qui d'ailleurs, et que l'artiste la reprend, la personne qui a fait la top line, en fait, elle a créé une mélodie qui va être chantée, d'accord? Donc, c'est de la mélodie. Donc ça, il doit avoir un pourcentage à la SACEM en tant que co-compositeur, en tant que créateur d'une partie de la mélodie, de la chanson. Donc, il doit avoir des points à la SACEM, d'accord? Mais c'est tout. Concernant la top line, c'est tout. Parce que il n'a pas enregistré lui-même la top line, puisque c'est l'artiste qui va l'enregistrer. Parce qu'en fait, en gros, dans la musique, tu as 2 types de droits. Tu as les droits d'auteur pour ceux qui créent les chansons, qui écrivent les textes et qui écrivent la musique. Donc, quand tu fais une top line, tu crées une mélodie. Donc, tu écris une partie de la musique. Donc là, tu as des droits d'auteur. Et donc, tu dois avoir des points à la SACEM. Les œuvres sont déposées à la SACEM, tu dois avoir des points à la SACEM. Et après, il y a ce qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur. C'est quand tu interprètes une œuvre ou quand tu produis un enregistrement. Et voilà, quand tu fais une top line, tu n'interprètes pas la top line toi-même, puisque c'est l'artiste qui va l'interpréter. Donc, tu n'as que tes droits d'auteur. En revanche, le beatmaker qui fait une musique, là, c'est différent. Il va avoir les deux. C'est-à-dire qu'il va avoir des droits d'auteur puisqu'il a composé la musique. Donc, il faut qu'il soit à la SACEM sur le bulletin de déclaration en tant que compositeur. Mais par ailleurs, il joue la musique. Donc, il est interprète de la musique. Donc, il a des droits voisins d'artiste-interprète. Et il faut se les faire céder quand on est producteur. Il faut se faire céder ces droits-là pour pouvoir exploiter la musique en question. Et en fait, dans le jargon, on dit qu'on fait signer des contrats de réalisation artistique aux beatmakers. Mais en fait, souvent, ils ne sont pas réals du tout. Ils ne sont pas réalisateurs des morceaux. Donc, le terme est pas bon, en fait. Mais il faut quand même leur faire signer un contrat où ils cèdent leurs droits d'artiste-interprète, dans tous les cas. Et en fait, quand on dit « je cède ma prod », c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on dépose... Le beatmaker, il va déposer sa musique à la SACEM. Et par ailleurs, il va céder sa prod. En fait, il cède ses droits d'artiste-interprète sur la musique qu'il a jouée. Voire, il cède... S'il a fait sa musique, il l'a enregistrée chez lui dans son home studio, il peut être considéré comme producteur de la bande qui reproduit sa musique, en fait. Et du coup, il peut céder cette bande. Donc, il va être producteur de cette bande-là. Donc, on peut faire une session de bande ou un truc comme ça. Mais tout ça, ça reste des droits voisins. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que voilà, il y a 2 types de droits quand on est beatmaker. Il y a les droits sur la composition et les droits sur l'enregistrement de la chanson. Enfin, de la musique, pardon. Oui, il y a les droits d'auteur, en gros. Droits d'auteur et droits voisins. Ouais. Ok, c'est bien. J'espère que vous entendez bien ce qui est dit. C'est un peu complexe des fois. Ouais, mais en fait, c'est complexe, mais... Pour ceux qui ne sont pas dans la ouais, musique, c'est ça. je sais Et que après, c'est ça devient complexe. très simple. Le sampling est une pratique presque culturelle dans le rap, hein. Surtout, en tout cas, de ma génération. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de sampling maintenant. Moins quand même. Ouais, il y a beaucoup plus de compos, quoi. Ouais. Donc, d'un point de vue légal, où s'arrête l'inspiration et où commence la violation de droits d'auteur? Et est-ce que tu penses que c'est possible que des artistes ou des maisons de disques reviennent sur des titres qui sont sortis il y a 20 ans pour revendiquer leurs droits? Alors, 2 questions déjà. La première, où s'arrête l'inspiration et où commence la copie, quoi? En fait, alors ça, c'est très compliqué. Tu peux t'inspirer d'un style de musique, mais à partir du moment où tu crées une musique qui reprend en fait les éléments essentiels de la musique de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire mélodie, harmonie, rythme, en gros pour schématiser, si tu reprends même partiellement la mélodie, le rythme ou l'harmonie, potentiellement tu fais de la contrefaçon en fait. Donc l'inspiration, oui, mais d'un style.
tu vois, la drill, je sais pas quoi, etc. Mais tu ne peux pas, dans tous les cas, reprendre une musique. Après, si tu pars d'une musique et que tu la modifies tellement qu'au final, on n'arrive pas à retrouver les similitudes avec la musique antérieure, ok, tu échappes à la contrefaçon, tu vois. Mais c'est tout, en fait. Et après, les histoires de samples qui auraient été faits il y a longtemps, est-ce qu'une maison de disques peut revenir en disant c'est mon sample que vous avez utilisé? Il y a quand même des problèmes de prescription, tu Ok. vois. Alors, je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais en gros, la jurisprudence, elle est un peu. Il y en a une qui dit qu'à partir du moment où le morceau est sorti, le morceau qui contient le sample est sorti, tu as 5 ans pour agir. Si Ok. tu n'agis pas dans les 5 ans, c'est terminé. Mais il y en a une autre jurisprudence qui, qui dit que à partir du moment où le son qui contient un sample est toujours exploité, tu peux demander des dommages et intérêts pour les 5 dernières années. Hmm. C'est pas pareil. Donc, et c'est le problème, c'est que justement en ce moment, la jurisprudence n'est pas claire. Un jour, elle dit une chose, un jour, elle dit Autre l'autre. chose, quoi. Ouais. Et t'avais vu, toi, le documentaire de DJ Mehdi? Oui, bien sûr. Où justement, il parle du Oui. sample de Et- Rimka, enfin de 113. Ouais. Et ça a été, ça, c'est un gros sujet. C'est-à-dire que il y a plein de sons du 113 qui ne peuvent pas être exploités à cause de ça. Donc, ils ont finalement clearé un certain nombre de samples, mais ça a coûté cher. Et ouais. Il y avait aussi l'affaire Gilbert Montagné. Je sais pas si tu as vu, bon, c'est dans un autre registre, hein, mais le gros tube là, qui tourne partout, je crois Oui, que que les ce serait ayants une droit, voilà, contrefaçon. ouais. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais, mais il y a l'Avion Rose aussi qui a fait l'objet d'un procès en contrefaçon. Et sur la base d'une œuvre antérieure, mais on a réussi à dire qu'il y avait prescription, mais ouais, Ok. Oh, il y a vraiment des gros titres. Ouais, quand Hein, tu te dis que peut-être il y a eu plus qu'une inspiration antérieure, hmm. c'est impressionnant quand même. Ouais, bah alors, je voulais parler un petit peu maintenant d'intelligence artificielle. On entend de plus en plus qu'elle va bouleverser la musique, la création et la propriété intellectuelle. À ton avis, quelle est la vraie révolution juridique que l'IA va provoquer? Juridique, en fait, la problématique de l'IA, c'est quand tu crées une chanson avec l'IA, au final, est-ce que un artiste dont les chansons auront été dans les bases de données de l'IA va retrouver sa création dans la chanson qui aura été créée par l'IA, en fait. Tu vois? Et toute la problématique, c'est qu'en fait, tu crées une chanson avec l'IA, mais tu vas pas forcément pouvoir prouver que c'est une contrefaçon de telle ou telle œuvre antérieure, tu vois? Et pourtant, l'IA aura été entraînée avec ces chansons antérieures. Et c'est pour ça qu'on essaie à un moment d'obliger tous ces systèmes d'IA à, à déclarer les chansons sur lesquelles elles se basent pour faire ces créations. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Euh, Après, il y a un enjeu, en fait, plus business, c'est que de toute façon, l'IA, tu vas pas y échapper. Tu vois, c'est-à-dire que ça sert à rien. C'est comme quand est arrivé le streaming, les maisons de disques ont essayé de s'y opposer, ça sert à rien. En fait, c'est déjà là, tu sais même pas, ça t'a dépassé, tu vois. Hmm. Donc, nier ce qui arrive, ça sert à rien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant tu sais, il y a des logiciels du type, enfin, je sais pas, on appelle ça des logiciels, mais Suno, qui permettent de créer justement des chansons via l'IA. Et en fait, les maisons de disques commencent à prendre des participations dans ces sociétés. C'est-à-dire qu'elles vont, de ce que je vois, après, les artistes pour l'instant ont pas donné d'autorisation, mais ils vont donner l'utilisation de leur catalogue à ces applications d'IA, là, genre comme Suno. Euh, donc, Suno va pouvoir utiliser tout leur catalogue pour créer des chansons par IA. Elle, donc, avec des redevances, donc ça, ok, pourquoi pas, si les artistes sont d'accord.
Mais les maisons de disques vont aussi prendre des participations dans ces IA-là, tu vois. Ce que les artistes, on leur propose pas à eux, tu vois. Les artistes, les producteurs indépendants, on leur propose pas d'être actionnaires de ces sociétés-là qui créent les IA, tu vois. Et, et du coup, c'est là qu'aussi va y avoir un décalage. C'est comme quand les maisons de disques ont pris des participations chez Spotify, Deezer et compagnie, tu vois. C'est-à-dire que elles acceptent le principe du streaming, elles n'ont pas le choix. Les rémunérations du streaming sont ce qu'elles sont au profit des maisons de disques et des artistes, mais elles, c'est pas forcément un problème puisqu'elles vont devenir actionnaires. En fait, quand elles font leur négo avec les plateformes de streaming ou quand elles font leur négo avec ces IA-là spécialisées dans la musique, ben, en contrepartie, elles demandent à avoir des participations mais sans proposer aux artistes et aux producteurs indépendants. Et là, il y a un vrai enjeu, en fait, tu vois. Mais après, voilà, juridiquement, je dis, c'est tout le problème, c'est que qu'est-ce qui reste à la fin? Est-ce que la création de l'IA, est-ce qu'on peut savoir Ouais, c'est ça. Si c'est une inspiration, voilà, si c'est une... et quelle œuvre elle a piqué, en fait, ouais. tu vois. Donc, et est-ce que c'est une inspiration? C'est le problème de l'IA, c'est qu'en fait, il te faut un blougi-goulba, je sais pas réussir à dire, qui fait qu'au final, tu as quelque chose qui, de toute façon, reprend toutes ces données d'entraînement, mais qui va être différente et on va pas, sauf, enfin, tu vois. Et c'est là que c'est compliqué et c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'elle déclare, enfin, qu'il y ait des autorisations qui soient données par les ayants droit de ces chansons-là, tu vois. Voilà. Mais après, les problématiques juridiques, sinon, c'est, tu vois, de même que quand tu reprends la voix d'un artiste, en fait, tant qu'il est vivant, cet artiste n'a pas le droit de reprendre sa voix. Mais ça, c'est la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, tu vois, si la voix est reconnaissable. Tu vois, si tu reprends la voix de Nino ou Johnny Hallyday, alors Johnny Hallyday est mort, mauvais exemple, mais en tout cas d'un artiste vivant, tu n'as pas le droit, tu vois. Tu n'as pas le droit d'utiliser la voix ou l'image même d'un artiste sans son autorisation. Mais après, le truc de l'IA, c'est que justement, ça s'inspire, ça prend, mais ça fait quelque chose de différent. Donc, c'est compliqué. Hein. Ouais. Il y a un titre de Jul, d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques mois. Tout le monde a dit que le titre avait été composé totalement à l'IA. Si une IA compose, écrit et produit une chanson, à qui reviennent les droits de création? Alors, en fait, il y a eu, sauf erreur, il y a eu une décision de justice aux États-Unis qui dit que tu peux pas générer de droits d'auteur, tu vois. Enfin, en tout cas, l'humain parce que c'est toute la problématique, effectivement, l'humain qui a utilisé le logiciel ou l'application d'IA pour créer cette chanson. C'est pas lui qui l'a créée. Mais ça, c'est une problématique. Pour l'instant, on ne sait pas. Il est à l'initiative. Il est à l'initiative, mais il n'a pas créé. Non. Tu vois, c'est une machine qui a créé. Sauf que juridiquement, c'est une personne physique qui peut créer une œuvre. Tu vois, c'est pas une machine. Donc, normalement, aujourd'hui, il peut pas y avoir de droit, tu vois, d'auteur. Donc, mais c'est justement toutes ces c'est le flou problématiques. Oui. Juridique pendant X années qui va... Et alors après, en fait, toute la question, c'est est-ce que celui qui a pris l'initiative de la création de ces chansons par IA va le déclarer ou pas? Et est-ce que les plateformes vont le voir aussi, tu vois? Parce qu'il paraît qu'elles arrivent à détecter ça, tu vois? Mais parce que Jul, il l'a confirmé? Je sais pas. Voilà. Je pense pas. Tu vois? C'est la rumeur, quoi. Mais je pense qu'il y a plein de chansons qui sont créées par l'IA et qui sont déclarées par des personnes physiques, en fait, tu vois? Et tant que tu le vois pas... Pas vu, pas pris, quoi. Voilà. Après, c'est peut-être pas du 100% IA non plus, tu vois? Mais oui. Toi, tu travailles souvent sur des contrats complexes entre label, éditeur et artiste. Quelles sont, selon toi, les 3 clauses les plus dangereuses que tout artiste devrait faire vérifier avant de signer? Déjà, la durée d'exclusivité, ça, c'est important. C'est-à-dire que la durée d'exclusivité, c'est la durée pendant laquelle tous tes enregistrements, tu dois les donner à la maison de disques, en fait.
Tu peux pas aller voir ailleurs, tu peux pas, toi, les exploiter toi-même, etc. Donc, en général, donc ça commence à compter de la signature et ça se termine un certain nombre de mois après la sortie de ton dernier projet. Donc, il faut pas que tu aies des... Parce qu'à l'époque, surtout pour la variété, on mettait des durées de 18 mois après la sortie du dernier projet. Donc, tu sors un album et pendant les 1 an et demi après, euh, tu ne peux pas aller ailleurs, tu vois. Donc ça, c'est un problème parce qu'il faut que tu puisses être libéré quand même relativement vite. Donc il y a un délai à respecter après la sortie d'un projet parce qu'il faut quand même que la maison de disque puisse faire la promotion sereinement sans qu'il y ait une autre maison de disque qui sorte un projet du même artiste 2 mois après, tu vois. Mais voilà, ça, faut faire attention que ça dépasse pas 10 mois, quoi. Tu vois, après la sortie du projet. Alors, ça dépend de quel contrat on parle, mais si on parle plutôt des contrats de distribution, on peut pas trop parler des contrats d'artistes, mais contrat de distribution, la durée d'exploitation aussi, c'est la durée pendant laquelle tous les enregistrements que tu vas donner à la maison de disques, la durée pendant laquelle ils vont pouvoir les exploiter. Donc, les maisons de disques aiment bien mettre des durées de 10 ans, 99 15 ans. Non, mais des 15 ans, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que toi, il faut qu'à un moment, producteur, tu puisses récupérer tes enregistrements, soit pour les vendre, par exemple, soit pour les donner à un autre distributeur et avoir une nouvelle avance ou ce genre de choses, tu vois. Parce qu'en plus, je veux dire, tes enregistrements, au bout de 3 ans, plus personne n'en fait rien, tu vois, et même avant, tu vois. Donc, il faut faire attention à la durée d'exploitation, que ça dure pas trop longtemps. 7 ans, 5-7 ans, c'est bien, mais les maisons de disques n'aiment pas ça, tu vois. Mais voilà, moi, je trouve que 10 ans, c'est trop. Mais bon, après, tout dépend du rapport de force, quoi. Voilà. Après, évidemment, les taux de redevance que tu vas avoir. Et pas que le taux. Il ne faut pas s'intéresser qu'au taux et te dire, ah, je sais pas, j'ai 50%, j'ai 60, j'ai 70. C'est sur quoi il est ce taux. On parle de 50% de quoi ou de 70% de quoi. Donc, il faut faire attention parce que tu vois, tu as des maisons de disques qui elles-mêmes, qui sont maisons de disques un peu indées, mais qui ont des distributeurs derrière qui prennent une commission. Donc, il faut bien vérifier. Le mieux, c'est d'avoir évidemment que le taux soit sur le chiffre d'affaires brut généré. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop qu'il y ait pas de commissions d'intermédiaires à droite à gauche qui soient déduites ou des commissions de gestion, de je ne sais trop quoi, comme ils aiment bien faire, tu vois. Voilà, et après, de faire attention aux droits que tu cèdes, tu vois. On parlait de contrat 360. Les contrats 360, ça veut dire qu'ils ne sont pas que sur le disque. Ça veut dire qu'on cède aussi à la maison de disque le droit d'exploiter l'image et le nom de l'artiste via des partenariats avec des marques ou via du merchandising, des produits de merchandising. Donc là, il faut voir en fonction du rapport de force et de ce que tu peux négocier. Si tu peux négocier, par exemple, de garder le fait que si toi, tu vas trouver un partenariat avec une marque, tu gardes 100% des revenus et si eux vont le chercher, à ce moment-là, ils prennent une commission, c'est bien. Tu vois, parce que c'est vrai qu'en plus, les maisons de disques, c'est pas le cœur de leur activité d'aller chercher des partenariats avec des marques. Et souvent, elles le font pas. Et c'est le producteur ou l'artiste qui va le faire. Et c'est pas forcément normal que la maison de disques prenne un pourcentage là-dessus, tu vois. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Il faut faire attention aux exclusivités, aux droits qui sont concédés. Et quand tu es artiste et que tu signes un contrat d'artiste, le truc, c'est que quand tu es artiste et que tu signes un contrat d'artiste, c'est que tu es en développement. Donc, t'as pas beaucoup... Mot à dire, quoi. T'as pas beaucoup de possibilités de négocier grand-chose. Donc voilà, il faut vérifier, c'est pareil, les durées d'exclusivité. La durée d'exploitation, de toute façon, le producteur est propriétaire à vie ou selon la durée de protection légale des enregistrements. Donc ça, il n'y a pas à négocier. Et de toute façon, tu devras donner en 360 voilà, tous tes droits sur ton nom, ton image. Essayer de négocier une petite avance, des choses comme ça. Mais... Le mieux du mieux, quand tu es artiste, c'est de te développer tout seul. Oui, mais après, c'est pas évident, tu vois. Des fois, souvent, au début, tu as besoin quand même d'un accompagnement. Et moi, je pense que c'est pas un problème en soi de signer un contrat d'artiste au début, que ce soit avec un producteur indépendant ou avec une maison de disques, en tout cas, si ça fait le travail. Parce que de toute façon, au début, tu n'as rien. Donc, tu as besoin. Et même si tu gagnes pas beaucoup d'argent, disons les premières années, ça t'aura permis au moins de te faire connaître. Et tu vois, alors... Si un artiste signe un contrat, l'idée c'est quand même qu'il essaye de réduire le nombre de projets. Tu vois, qu'il signe pas pour 5 albums par exemple, qu'il essaye de signer pour 2 albums.
Comme ça, et au bout de 2 projets, il est libre et là, il peut signer un meilleur contrat, tu vois? Enfin, si sa carrière a bien évolué. Moi, j'avais, alors attends, je voulais voir, ça a rien à voir, mais attends, je regarde un truc. C'était voilà, j'ai une amie, en fait, qui a son fils qui rappe, je sais pas quoi, donc il y a un label indépendant qui lui a envoyé une proposition, avec une maison de disques, un distributeur et elle me demande, conseil, mais bon, moi, je lui dis: «Tu as vu, je suis plus dans le truc», donc et donc je lui dis: «Bah, envoie-moi quand même ce qu'il te propose». Contrat de production, j'ai jamais vu ça. Minimum d'enregistrement, back catalogue, plus 2 EP fermes, plus un album en option. Budget production, EP 1, 7 titres minimum, 14K, blablabla. Et après, ils te disent, c'est par rapport au minutage de tes titres. Est-ce que tu as déjà entendu ça? C'est-à-dire? EP1, 500 € avance artiste, plus salaire de 32,97 € brut, plus 10% par minute de musique sur l'EP. Si EP est supérieur à 20 minutes de Donc musique ça, et c'est forfait. oui, ça, c'est des salaires. C'est la convention collective qui dit ça, mais ça sert à rien de le détailler dans le contrat. Ça, les 32 € par minute, et cetera, c'est la convention collective qui dit que quand un artiste va en studio, il doit recevoir un salaire et comment on le calcule, c'est en fonction de la durée, heu, d'enregistrement du projet qui, au final, est exploité. Donc si ton Mais c'est pas une avance. non, Parce pas que là, du c'est tout. marqué avance artiste. Non, ça, c'est pas une avance. C'est un salaire. Non, c'est un Ok. salaire. Donc ça, déjà, il y a un couac. Oui, oui. Ça, on ne le mettra pas. Je le précise dans le. Et oui, c'est une petite consulte. Ouais. Et back catalogue, ben, pourquoi il va donner le back catalogue, en fait? Parce que là, du coup, si le back catalogue tu m'as parlé de back catalogue? Ouais, c'est marqué back catalogue, mais le mec, il a dû faire un ou deux Parce que clips sur TikTok. s'il a déjà fait des enregistrements et qu'il les met dans le contrat d'artiste, ça veut dire qu'il en est plus producteur. Mais pourquoi? Tu vois? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le nouveau producteur récupère ça, bah, il lui cède les bandes et il y a un contrat de cession de bande et il y a une rémunération, tu vois? Parce que là, s'il les met, sauf si globalement, dans l'économie du contrat, OK, je te donne mon bac, mais toi, en contrepartie, tu dois me payer ça, tu vois? Mais sinon, en théorie, attends, moi, je suis producteur d'enregistrement, moi, artiste, je suis producteur d'enregistrement. Si tu veux en être propriétaire, je te les vends, on fait un contrat de cession de bande, tu me donnes une rémunération, enfin, tu vois? C'est autre chose, tu vois? Ouais, le mec, il a tout mis. Mais oui, mais ça, j'ai déjà vu, oui, oui. Du coup, ils deviennent producteurs d'enregistrements qu'ils n'ont pas financés. Ouais, c'est ça. En plus, c'est un truc avec Capitol, je sais pas quoi. Enfin, bref. C'était le. Parce que je me disais, mais c'est quoi ces trucs Je comprenais pas, quoi. Ouais, c'est qui non, non, on peut pas dire. Ouais. On va couper de toute façon. Donc, tout à l'heure, on parlait de stream. Donc, et d'achat. Et forcément, ça va avec l'achat de vues. Dans une industrie où tout est mesuré à la performance, est-ce qu'un artiste peut être attaqué par sa maison de disques pour avoir acheté des vues ou gonflé ses chiffres? Alors maintenant, les maisons de disques mettent des clauses, qui disent que si jamais, il y a une suspicion d'achat, de stream et cetera, elles peuvent suspendre, l'exécution du contrat, tu vois? Suspendre les enregistrements. Après, les plateformes, de toute façon, si elles soupçonnent que tu as acheté des streams, elles te dégagent aussi, tu vois? Facilement. Donc oui, 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 c'est un vrai enjeu ça. Maintenant, je pense qu'on fait très attention à ça. Les producteurs ont compris. Maintenant que les plateformes se sont mises à dégager les enregistrements, qui étaient, susceptibles d'avoir été tu vois, eu, des achats de stream, ouais, je pense que ça se fait beaucoup moins, je pense, hein. Après, moi, je n'ai jamais été témoin de ça et quand ça m'est arrivé plusieurs fois que la maison de disques m'appelle en me disant: «Il y a des suspicions d'achat de stream, il faut faire quelque chose» et cetera. Moi, on m'a toujours dit: «Je ne sais pas de quoi on parle». Donc tout le monde, en tout cas, c'est vraiment le truc tabou. C'est très tabou dans le milieu, donc je ne sais pas, j'ai jamais su si effectivement il y en avait ou si tu vois? Mais j'ai des clients à moi qui on l'a reproché, ils m'ont dit: «Mais je sais pas de quoi on parle, je n'ai rien fait, en fait». Bon, donc mais oui, en tout cas, c'est un vrai problème, donc mais ouais, donc les maisons de disques maintenant, mettent des clauses là-dessus. Ok. On est aussi dans une ère de reprise. Gims, par exemple, vient de reprendre Full Sentimental. Je sais pas si tu as Non, j'ai pas entendu. entendu. Ouais, c'est le refrain, c'est son dernier titre.
Moi, en tout cas, ouais, je pense que c'est une reprise de ça. C'était vraiment la mélodie, etc. Comment ça se passe pour l'auteur original et quels sont ses droits, les autorisations, les limites dans l'utilisation de son œuvre? Alors, de toute façon, il doit avoir une autorisation des ayants droit, de l'œuvre originale. Ça, c'est sûr et si, les ayants droit ne veulent pas que ça sorte, ça ne sort pas et si ça sort quand même, c'est de la contrefaçon, donc ils peuvent faire sauter le titre, ils peuvent, faire un take down, du OK. titre sur les plateformes, ça, il y a aucun doute là-dessus, quoi et en fait, et les ayants droit originaux peuvent dire: «Voilà, nous, on veut bien que vous sortiez le titre, mais par contre, on ne vous donnera pas de points SACEM. C'est-à-dire qu'on garde 100. Ils peuvent le dire, tu vois? Ou ils peuvent faire un nouveau dépôt de la nouvelle œuvre avec tout le monde. C'est-à-dire que les ayants droit originaux et les nouveaux ayants droit, Mmh. tu vois? S'ils sont cool, Oui, s'ils sont parce qu'ils peuvent, dire: «On garde, oui, la en tout chanson». cas, je l'ai déjà vu, des ayants droit qui disent: «Nous, on donne rien. Ouais, Donc sortez si vous voulez votre mix, votre truc et tout ça, mais par contre, on vous donnera rien», tu vois? Quand une œuvre est tellement, parce qu'après, il y a aussi des œuvres qui sont tellement emblématique que en fait, il y a tellement de reprises, ils vont pas déposer à chaque fois qu'il y en a un qui fait une reprise ou un truc comme sauf ça, si c'est tu vois? une star, voilà, comme Gims, Voilà. où Oui, ça génère, normalement, je pense que Gims, ils ont dû, parce que si tu demandes les autorisations en amont, il y a aussi: «Je suis Gims, je génère énormément d'argent, je peux vous en faire profiter, ouais, ouais. si vous voulez pas, c'est dommage, ça manque à gagner pour vous, mais par contre, évidemment, on dépose la nouvelle œuvre», tu vois? Mmh. Donc ça, s'il a fait les choses bien, normalement, c'est bon. Mais je sais que, bon, je vais pas citer de nom, mais on a eu des problèmes pour, des top artistes, qui avaient, utilisé des œuvres antérieures et c'est compliqué parce que, bah, après, il faut indemniser les ayants droit, sur toute l'exploitation passée et potentiellement, là, ils peuvent demander un peu ce qu'ils veulent, tu vois? Mmh, bah, À oui. partir du moment où tu es en faute, Mmh tu vois, c'est compliqué. et en Donc plus, ils sortent les trucs comme ça. c'est ça. Dans le rap, c'est Ouais hein. et donc il faut faire, faut vraiment clearer avant ces trucs-là. Mmh. Mmh. Toi, quand tu interviens dans une négociation, quel est le levier le plus puissant que peut avoir un avocat, donc toi, pour défendre un artiste sans casser la relation avec la maison de disques? Bah, en fait, quand tu défends un top artiste, c'est-à-dire que, c'est juste ça, en fait. Tout le monde te veut. Donc en fait, quand toute l'industrie, veut signer un contrat avec toi, bah, tu imposes beaucoup plus facilement, ce que tu veux, tu vois? C'est juste une histoire de rapport de force, en fait. J'ai, heu, j'ai pas forcément, besoin d'appuyer, sur quelque chose, tu vois? Hem Et toi, tu auras toujours des bons rapports avec la maison de disques, même si ta demande, elle est, En fait, la maison de disques va faire en sorte d'avoir de bons rapports avec moi si surtout enfin, si je suis l'avocate de l'un des plus gros artistes voilà, de chez eux. Après, je sais pas si je suis trop aimée, tu vois, dans ce milieu, mais bon, après, je suis là pour ça. Mais, c'est pas que je me soucie pas d'avoir de bons rapports avec eux, mais ouais, moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, tu m'aimes, tu m'aimes pas, c'est donc ils sont obligés de faire avec moi, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, j'ai tellement de clients que, tu vois? Ils peuvent pas après voilà, des fois ça chauffe quoi, mais on est il faut faire c'est sûr que de toute façon, on sait qu'on va se reparler, donc il faut quand même, qu'on fasse attention. Mais après moi, je suis un peu sanguine, donc des fois ça part tout seul. mais de toute façon, oui, toi, ton job, ouais, c'est de défendre les C'est intérêts ça, donc des artistes. moi, tu vois? Hein. Moi, j'ai mes convictions, en fait. Donc Mmh. j'y vais jusqu'au bout. Mmh. Après, ça te plaît pas, bon, Quand un artiste meurt, la question des ayants droit devient souvent, un casse-tête, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe réellement et ce qu'il faudrait améliorer, dans ce système? bah, quand un artiste meurt, bah, c'est un peu comme, toute personne qui meurt. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut identifier ses ayants droit. Il faut que les ayants droit puissent se manifester auprès des sociétés de gestion collective, genre la SACEM, la DAMI, qui versaient des droits, à l'artiste en question. Il faut, régulariser aussi la situation auprès des maisons de disques, que la maison de disques puisse verser les droits directement, aux ayants droit.
Les contrats, forcément, s'arrêtent, puisqu'il n'y a plus d'enregistrement, on ne peut plus faire d'enregistrement. Et voilà. Et après, en fait, c'est le rapport avec la maison de disque est le même, ou avec les producteurs est le même qu'avec l'artiste. C'est-à-dire simplement, l'artiste est remplacé par ses ayants droit. Donc voilà. Et puis après, va sûrement se poser à un moment la question de la vente du catalogue, peut-être. Hein, et donc, après, tout dépend si l'artiste est aussi producteur ou que artiste, tu vois. Mais simplement, les droits sont transférés aux ayants droit et c'est les ayants droit qui gèrent. Et Mmh. Si les ayants droit décident parce que je sais qu'en France, il y a comment on appelle ça, le truc moral ou je sais pas droit quoi. moral, ouais. Ouais, c'est ça. Si les ayants Mmh. droit disent ça va à l'encontre de mes valeurs, etc. Alors, Je veux pas que ça sorte ou que ce soit vendu. oui. Alors, les ayants droit ont un droit moral, c'est sûr, sur les œuvres et sur les interprétations. Mais sur les œuvres, ça veut dire que les ayants droit peuvent s'opposer à ce que des œuvres, des chansons, enfin, des exploitations portent atteinte à l'intégrité des chansons de l'artiste décédé, par exemple. Mmh. Mais le truc, c'est que ça, c'est s'il y a de nouvelles versions, par exemple. Mais pour tous les enregistrements qui sont déjà en ligne, les ayants droit Mmh. ne peuvent pas s'opposer à une exploitation que l'artiste de son vivant avait autorisée, en fait. Ok. Voilà, c'est plus pour effectivement des nouvelles Un versions. remix, ouais, c'est ça. Voilà. euh, Quelqu'un qui reprend le titre et qui. Exactement. Ouais. Là, oui, ils peuvent s'opposer à ce genre d'exploitation ou ce qu'on appelle les synchros, les utilisations des chansons dans un film, dans une pub, etc. Mmh. Là, ils peuvent aussi opposer. Après, il ne faut pas que ces oppositions deviennent abusives. Il ne faut pas que... Enfin, il ne faut pas. En tout cas, s'il n'y a pas de raison valable à chaque fois euh, euh, pour leurs oppositions et que c'est vraiment systématique, euh, la loi voilà, intervient à ce moment-là pour dire attention, il ne faut pas que ce soit des refus abusifs. Et là, Mmh. bon, après, tu peux aller devant un juge, bon, c'est compliqué, mais pour faire juger ça. Mais sinon, oui, ils ont tout à fait le droit de s'opposer à des nouvelles versions que n'avait pas autorisé l'artiste, ou enfin, qui sont nouvelles, quoi, en tout cas, Mmh. Et si l'artiste avait enregistré, par exemple, un album avec son producteur qui n'était pas encore qui n'est pas sorti, sorti. Ouais. il a le droit, Alors le oui, producteur, de le oui, sortir? les ayants droit peuvent s'opposer à la sortie parce qu'ils ont ce qu'on appelle un droit de divulgation des œuvres. Tant que les œuvres sont pas divulguées, l'artiste et donc ses ayants droit peuvent s'opposer à la divulgation. Ok, Mm. ok, ok. Dans toute ta carrière, quelle est l'affaire qui t'a le plus marqué par son enjeu, sa difficulté ou simplement parce que t'as appris des choses sur les gens Waouh, il y en a plein, hein. Pour la plus récente, je dirais, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais sur La vie en rose, parce que je défendais le compositeur enfin le compositeur, les héritiers du compositeur de La vie en rose. Et, euh, et cette assignation qu'on a eue pour remettre en cause l'originalité de La vie en rose, de cette chanson tellement emblématique, tu vois, dans le monde entier et tout, ça m'a marqué. L'enjeu était mais colossal. Et puis c'est fou en fait d'imaginer que voilà. Et bon, donc on s'en est sorti finalement. Le fond n'a pas été abordé. Donc la question de est-ce que l'œuvre est originale ou pas n'a pas été abordée puisque le juge a décidé que l'affaire était prescrite. Ok. Donc voilà. Après, j'ai tu sais, les procédures judiciaires, c'est toujours assez impactant parce que ça demande énormément de temps et d'énergie. Il y a beaucoup d'enjeux, surtout que moi, comme je défends les artistes et les producteurs indépendants, je suis souvent en demande et c'est plus facile, on va dire, d'une certaine manière, d'être en défense parce qu'en défense, bon, tu sais que ton client, il a fait, a priori, hein, il a fait des choses qui sont pas forcément conformes. Donc, si l'enjeu, c'est plus de pas perdre trop, tu vois. Quand tu es en demande, il faut gagner. Mmh. Et donc, c'est beaucoup d'énergie dans tous les cas. Voilà, à s'occuper de ce genre de procès. Après, est-ce que j'en ai en tête Après, je ne veux pas trop dire les noms non plus. Donc, bon. Donc des affaires connues, quoi, médiatisées.
Est-ce qu'il y a eu des affaires médiatisées? Ouais, il y a des affaires marrantes, enfin, genre pour, David Hallyday, je m'étais occupée de il y a quelqu'un qui a imaginé que, David Hallyday avait, avec, sa chanson «Tu ne m'as pas laissé le temps», il a imaginé que David Hallyday l'avait plagié, mais un truc mais complètement fantaisiste. Mais c'était fou, quoi. Et en fait, on a été en référé, ensuite devant le tribunal, ensuite devant la cour d'appel et là, on est devant la cour de cassation. Et c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer, des avocats. Donc c'est nous, c'est grâce à l'aide juridictionnelle qu'il peut faire, tout ça. Il a été condamné parce qu'il a perdu à chaque fois. Il paye pas parce qu'il a pas d'argent pour, payer les dommages d'intérêts auxquels il a été condamné. Par contre, il peut continuer à faire, ses procès. Donc ça fait des années, ça fait 10 ans qu'on est dessus, en fait. Donc pour un truc, mais complètement loufoque, en fait. Mais totalement, donc voilà, bon, Le truc a rien à voir. mais rien, enfin J'avais rien. regardé, ouais. C'est-à-dire que le titre, les paroles, la musique, rien. En fait, tout ce qu'il a dit à un moment, c'est que dans le clip de David Hallyday, il y avait un moment, je crois, il porte un t-shirt ou un sweat avec un 5 derrière et que le 5, lui, c'est son chiffre fétiche, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, des trucs aussi loufoques que ça. Tu dis: «Oh ouais, OK, d'accord». Ah ouais. Et là, après, la justice en France permet à tout le monde de pouvoir, agir, faire des procès, hein, c'est ce qui est Ce qui est bien bien, aussi. ouais, c'est ça. Mais c'est bien, mais voilà, il y a le problème, c'est que Il y a des il y abus, a pas quoi. de limite, quoi. Oui, total. Je sais pas si tu as vu, dernièrement, je crois que c'est comment il s'appelle? Niska avec, un groupe, le mec a dit que Niska l'a plagié. Vous voyez qui c'est? Ça tourne grave sur Twitter. Alors moi, j'ai eu une affaire comme ça pour médicaments. Ah non, c'est un truc plus récent. Parce que pour médicaments de Niska et Booba, il y avait eu, alors ça n'a pas été jusqu'au procès, mais en fait, ils avaient repris clairement, une chanson antérieure, ouais. Donc OK. après, il y a eu un arrangement avec les ayants droit, Ah OK, antérieurs. d'accord, donc il y a eu Ouais, un arrangement, ils ouais, il y a étaient eu un obligés de arrangement. céder des droits, Ouais, quoi. c'est ça. On redépose, les œuvres à la SACEM et on donne des droits aux ayants droit, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui savent pas, ils sont avec des réalisateurs ou des producteurs, des compositeurs et cetera. Il y a une petite mélodie, ils reprennent la mélodie sans savoir qu'en Mmh. fait, elle existe. Ils sortent le titre. Ah oui, sans savoir. Après, il y a aussi des rencontres, ce qu'on appelle fortuites. C'est-à-dire que il y a une chanson qui existe. En fait, le problème, c'est que tu t'inspires, enfin, quand tu es auteur, artiste, ça, tu t'inspires de tout ce qui existe. C'est normal, en fait. C'est Mmh. naturel, même si c'est inconscient. Et un jour, en fait, tu vas te rendre compte que tu as créé une chanson qui ressemble énormément à une chanson antérieure que tu ne connaissais pas. Mmh. Tu vois, qui peut-être n'a même quasiment jamais été divulguée ou personne n'a jamais connu, tu vois. Et c'est le hasard qui fait que. Donc normalement, si tu prouves que c'est une rencontre fortuite, c'est-à-dire que tu ne savais pas que cette chanson existait et que si la chanson n'a jamais été divulguée au public, par exemple, et que donc tu n'as pas pu en avoir connaissance, tu peux t'en sortir comme ça. Mmh. Et le juge dit: «OK, d'accord». Mais il faut pas que ce soit sorti Alors publiquement. si c'est sorti, le problème, c'est que si la chanson antérieure est sortie, là, tu peux pas plaider le hasard, tu vois? Mais honnêtement, ça peut arriver que la chanson soit sortie et que toi, tu sois passé à côté. Mmh. Ou que je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient dans la Mmh. création, tu vois? Peut-être tu l'as entendu un jour, je sais pas où et tu vois? Mmh. Et après tu recrées un truc. Mais si la chanson est sortie, c'est compliqué Ouais, de s'en sortir. mmh. En tant que femme dans un milieu souvent masculin, hein, celui du droit et celui de la musique, surtout Mmh. urbaine, est-ce que tu as ressenti des discriminations ou pas? Même si on en a parlé au début, mais est-ce Oui, que on tu en a peux parlé, développer? vraiment dans le rap, pas du tout, quoi. Moi, mes clients, ils ont un grand respect, pour moi et puis je je pense qu'en plus, enfin, c'est un client qui m'a dit ça, c'est que, il ne voit même plus, une femme ou un homme en face d'eux, en fait. Après, j'ai peut-être une réputation aussi qui me précède, qui fait que, OK, on vient te voir parce que tu es efficace ou voilà, je sais pas, tu vois? Donc il y a vraiment pas ce rapport-là, tu vois? Et puis, enfin, de toute façon, ça aurait aucun sens de leur part de mal se comporter avec moi, tu vois? Je suis là pour les aider, donc non, vraiment, mais c'est vraiment une question qui revient souvent ça. C'est: «Est-ce que tu as des difficultés dans tes relations avec les rappeurs? Oh là là, ça doit être dur et cetera». Pas du tout Mmh. C'est un et fantasme un peu, ouais, voilà, de enfin,
après, c'est un milieu particulier aussi, tu vois. Je peux comprendre qu'il y en a qui aient du mal. Moi, ça me pose aucun problème, en fait, tu vois. Hmm. Donc voilà, mais après, oui, bah, dans le milieu des avocats, dans la société de manière générale, moi, après, c'est vrai que dans les avocats, comme je t'ai dit, c'est que il y a beaucoup d'hommes, que les cabinets d'avocats sont à la tête, ce sont des hommes, et que, en fait, toutes les femmes quasiment sont collaboratrices, mais donc, c'est-à-dire pas associées, tu vois, elles détiennent pas, le cabinet n'est pas à elles. Nous, c'est pour ça, avec mon associée Julie Desjardins, on a voulu vraiment créer un cabinet de femmes, c'est important. Et pour le coup, je suis assez contente qu'on soit arrivé à ce niveau, dans ce milieu, pour montrer que, tu vois, peut-être même à d'autres, pour inspirer d'autres, montrer que c'est possible, en fait. Ne vous contentez pas juste d'être collaboratrice, et c'est possible. Et donc ça, ouais, je suis assez fière de ça. On n'est pas beaucoup de femmes comme ça, tu vois. Et tu vois une différence, toi, entre les artistes féminines enfin les artistes femmes et les artistes hommes quand ils viennent te démarcher Différence par rapport par rapport à à la leur... relation que tu vas avoir, par rapport à leurs problématiques quand ils viennent te voir? Est-ce qu'ils te disent, par exemple, est-ce qu'il y a plus de femmes, par exemple, qui se font carotte dans les contrats ou Bah, déjà, je pense que ma clientèle, ça doit être 98% d'hommes, Ok. tu vois. J'ai très peu de femmes, en fait. C'est fou, hein. Et il faut vraiment que ça évolue, quoi. Mais après, est-ce que j'ai des clients qui me disent que c'est des clients hommes qui me disent que c'est plus difficile de produire des artistes femmes, mais je ne sais pas dans quelle mesure s'il y a des relents de machisme ou si c'est, tu vois, il y a une vraie Hmm. réalité derrière ça, je sais pas. Après, Après, peut-être qu'ils disent c'est plus compliqué dans le fait qu'il y ait moins de public. non. Ah, ok. Par C'est rapport dans au l'application fait de la gérer, ok, de l'exécution. gérer, ouais, dans leur relation Ok. avec leurs artistes hommes et leurs artistes femmes, Ok. ils trouvent que c'est plus compliqué. Mais il y a peut-être des relents de machisme, un peu genre, tu vois, elle a toujours des demandes de ci et de ça. Je sais pas trop, moi, je suis Hmm. pas là, tu vois. Après, je sais que, je vais pas citer de nom, mais j'ai un client qui développait une artiste qui a pas mal marché après, qui faisait du rap. C'était une femme, et il a eu énormément de mal à trouver une maison de disques parce qu'on lui disait: «Non, mais» il y a quelques années, hein, il y a pas encore récemment, on disait: «Non, une femme dans le rap, c'est ça va pas marcher», donc il a eu beaucoup de mal et il a réussi à la développer tout seul et ensuite, bah, ils sont tous venus, mais Hmm. oui, de toute façon, je pense que dans le milieu du rap, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. C'est évident, alors qu'il y a plein de talents, tu vois. Hmm. Mais après, de manière générale, je pense que les femmes dans notre société, elles ont moins confiance en elles, mais parce qu'on est éduqué comme ça. On est éduqué à, tiens, reste sage, bien, tranquille. Non, mais c'est l'homme qui va gérer, c'est ci et c'est ça. Et du coup, on a l'impression que souvent les choses sont insurmontables, on va pas y arriver, c'est pas pour nous, nous il faut qu'on reste à notre place, qu'on s'occupe des enfants déjà c'est bien, enfin tu vois. Donc je pense que ça se ressent chez les avocats, chez les artistes, chez tout le monde en fait, tu Hmm. vois. Ouais, dans tous les milieux, Dans tous les dans milieux, tous les je pense métiers, que ouais. voilà, et aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup de plus en plus, mais et donc j'espère que ça va changer mais ça c'est à nous aussi d'éduquer nos enfants. Tu vois, d'arrêter de leur lire des histoires de Cendrillon ou t'attends ton prince charmant. Non, mais c'est Ils viennent insupportable, t'embrasser quoi. et Mais tu te oui, et réveilles. qui va te sauver, en fait, qui va Hmm. t'amener sur son cheval et t'amener dans son château. Il faut Hmm. arrêter avec ces histoires pour enfants, quoi. Hmm. C'est de là que ça part, en fait. Moi, quand je lisais des histoires à ma fille quand elle était petite, j'avais pas conscience de la problématique, en fait. Et je commençais à lui lire. Et je me disais, tu sais, je coupais des passages où j'inventais autre chose parce qu'en fait, en lisant, je me disais, mais c'est pas possible de mettre ça dans la tête des petites filles, en fait. Hmm. Tu vas être sauvée par un homme. Faut arrêter. Ouais, c'est vrai, avec Blanche-Neige, en fait, qui est dans la maison, qui prépare à manger, Tous. qui nettoie toute Mais la bien sûr. maison. Et tu sais, même tous les petits livres, les Choupi, les je sais pas quoi. Donc ça évolue. Mais il y a encore une époque récente, c'était toujours le personnage principal, c'était toujours un homme, tu vois. Enfin, un garçon. Ouais. Et c'est toujours des garçons. Après, ils te mettent une fille, tu vois, tu sais, dans un groupe de garçons, t'as une fille, tu vois, qui va faire un truc un peu accessoire, on sait pas pourquoi, tu vois.
c'est Et en plus, il y a un vrai marché parce que regarde Adèle, bien sûr, ça, évidemment. Non, mais ça c'est a ça. explosé. Mais ça évolue, heureusement. Mm, Évidemment qu'il y a un marché. mm. C'est, mais on part de loin quand Ouais, même. ouais, ouais. On part de très loin. Et c'est pour ça que tu es un modèle inspirant. C'est pour ça que tu es ici. Non, mais c'est vrai, tu as monté ton cabinet avec justement ton associé femme Mm, mm. pour montrer que Ah ouais, ouais. bah, tu es une avocate, tu peux travailler avec des rappeurs, tu peux faire Exactement. bouger les choses, quoi. Moi, je me dis, si ça peut inspirer. Après, il faut beaucoup travailler. Je veux pas non plus qu'il y ait un fantasme. On peut le faire. Il faut énormément travailler, par contre. Moi, je pense que, à titre professionnel, il y a 3 éléments qui permettent, peut-être, enfin, d'arriver à quelque chose. Il y a le talent, il faut quand même un peu en avoir un petit truc en plus, peut-être que les autres ont pas, mais ça va être genre 20%, tu vois? Il y a la chance, parce qu'à un moment, tu as toujours des opportunités qui t'arrivent, faut savoir les saisir et il y a toujours ça, un moment dans ta vie. Mais c'est aussi genre 20% et après, genre les 60%, c'est le travail, Mm, tu vois? Donc il faut beaucoup travailler, mais oui, mais comme tout le monde, hein, ch là, pour les hommes ou pour les femmes. Mais en fait, tu es une femme, oui, tu peux y arriver et surtout arrête d'écouter les autres, en fait, qui te disent on est dans une société, on nous dit: «Non, non, fais pas ça, mais tu te rends pas compte». Moi, quand, on a voulu monter notre cabinet, je me disais: «Mais oh, mais tu vas pas gagner beaucoup d'argent, mais attention, mais tu auras pas de clientèle». Enfin, je sais pas si c'est spécifique à la France ou spécifique aux humains, mais on vit beaucoup dans la peur, en fait, mm, tu vois? Donc non, franchement, il faut y aller, il faut si tu travailles, tu vas y arriver, en fait. mm. Et si tu as confiance en toi, Ah bah, si tu confiance en toi. Mais bien moi, j'avais sûr. pas confiance en moi, hein. Alors là, je te travaille et tu as envie de quelque chose, fais-le, en fait. Mm, Moi, c'est vrai que j'ai un ami qui m'a dit, il y a assez récemment, il m'a dit: «Mais tu sais qu'un jour tu m'avais dit» parce que donc, je travaillais pour, un avocat qui, qui était féru de musique classique russe et donc toute sa clientèle, c'était, enfin une grosse partie de sa clientèle, c'était tous les ayants droit des grands compositeurs russes et ça me fascinait, tu vois? De me dire, OK, il travaille avec des gens qui l'admirent, tu vois? Et il paraît que je lui avais dit, «Tu verras un jour, je serai l'avocate du rap». Mais j'ai dit ça, j'étais jeune, tu vois? mm, Et en fait, c'est fou parce que moi, je pensais que j'avais en fait tout ça par hasard un peu, enfin, tu vois, sans vraiment le penser. Mais je pense qu'il y avait quand même un truc en moi où je me disais: «J'aimerais bien quand même faire ça», tu vois? mm, Et si tu as un petit truc, même tout petit, fais le travail et puis si tu travailles, normalement, ça arrive, tu vois? mm. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Si on se projette un petit peu dans le futur, à quoi ressemblera la musique dans 10 ans selon toi? Et surtout, quelle place auront les avocats dans le futur? Alors, à quoi ressemblera la musique, dans 10 ans? Je sais pas, je pense que déjà, dans tout ce qu'on appelle urbain, je trouve que ça se développe beaucoup dans le sens où, bah, le rap, déjà, le rap aujourd'hui, c'est plus du tout le rap des années 90, tu vois? Quand ça a commencé, qui était beaucoup plus, conscientisé et cetera. Là, on est plus, sur souvent des cibles un peu plus jeunes et des trucs plus festifs mais surtout, heu, ce qu'on appelle rap, en fait, c'est souvent de la variété, mais avec des inspirations de musique, rap, urbaine, soul, tout ce que tu veux, tu vois? Je veux dire, une Aya, elle fait pas du rap, par exemple. Mais ça fait partie de cet environnement musical-là, tu vois? Mmh. Donc je pense que ça va beaucoup évoluer comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le rap, est bientôt mort, mais ça va évoluer, en fait. Ça sera pas la même chose, mais ça évoluera. Et après, c'était quoi ta deuxième question? La place des avocats? Heu, alors, bah, l'IA, ChatGPT, je sais, essaye beaucoup de répondre à beaucoup de problématiques, qu'ont les artistes. Puis moi, de plus en plus, j'entends des clients qui me disent: «Ah, je suis allé voir sur ChatGPT, il m'a dit ci, il m'a dit ça». C'est vrai que c'est assez impressionnant. Je pense que malgré tout, l'accompagnement personnel et le fait de connaître le milieu, les usages, les gens qui travaillent, dans ce milieu et cetera, fait que je pense pas qu'on pourra se passer, d'avocat donc moi je suis assez confiante, sur le fait que, ma profession va perdurer et voilà et je pense que dans le milieu artistique, on a vraiment besoin d'accompagnement et d'avocats, en fait, parce que la musique, c'est le droit de la musique, c'est très complexe, en fait.
Il y Hmm. a beaucoup de droits différents, beaucoup de, tu vois, on le voit, il y a des gestions collectives, il y a des maisons de disques, il y a ci, il y a ça, il y a des tourneurs. Et en fait, tout ça, ce sont des droits différents, des rémunérations différentes. Juridiquement, c'est des aspects un peu différents, etc. Donc, c'est assez complexe. Donc, je pense qu'on aura encore besoin de nous. Et même au-delà même de l'aspect juridique, il y a quand même comme tu dis, l'accompagnement, Oui, les relations que tu as avec les personnes, c'est et tu es vrai que des une fois, espèce de ouais. coach. Des fois, alors oui, on conseille beaucoup sur des stratégies, enfin, moi en tout cas, enfin, je vais les aider sur, oui, sur des stratégies, sur des choses que peut-être pourrait faire un manager. Après, moi, je me prétends pas du tout manageuse et je serai jamais sur le terrain, etc. Mais si je peux les aider, oui, bien sûr. Et après, on est un peu psy aussi, Oui, c'est ça. Surtout quand on est une femme. Ils peut-être, viennent plus se confier. peut-être. Ok, bah merci. Et, pour finir, si tu devais me donner le nom d'une personne, artiste, juriste, créateur, peu importe, qui viendrait à ta place, assise sur ce fauteuil, une femme, qui serait-elle? Bah, écoute, si tu peux interviewer des avocates, c'est bien. Heu, bon, il y aurait mon associé, il y a Julie Desjardins, il y a Claire Prunier aussi qui est avocate derrière. Je pense que c'est assez intéressant sa vision aussi et puis, sinon, je s Il y a pas une artiste, une justement des 2 artiste, ou 3 mmh, qui t'a impressionné et mis à part moi, bien entendu, non, bien je rigole. sûr, hem, j'ai tellement peu d'artistes femmes, tu vois? C'est fou, hein. Il y a pas un modèle, toi, féminin qui t'a impressionné? Gisèle Halimi, mais elle est morte. Ouais. Non, ou, Aïssa Maïga, elle est comédienne, c'est une amie aussi. Elle est, tu la connais un peu, non? Bah, je voulais l'inviter en plus. Ah Mais c'est vrai bah, que j'ai pas, Rokhaya, elle m'avait envoyé, son mail, je crois, ouais. mais je l'ai jamais, j'aimerais bien la voir, ouais. Ah ouais. Parce qu'elle est hyper intéressante, je trouve, et elle a Ah bah, une belle carrière c'est ça. et des Elle convictions, a des convictions surtout, tu vois? Ouais. qu'elle affirme, quoi. Mmh Donc, mh. Ouais, grande conviction. C'est une amie donc et autant à titre perso qu'à titre pro, ouais, je suis très admirative de ce qu'elle fait, tu vois? mmh. Donc ouais, carrément. Ah bah, si je peux lui en parler, avec Ouais. plaisir, hein. Ok, bah merci. Est-ce que tu as un mot à... Non, merci beaucoup Ah, de bah, m'avoir invitée. avec J'étais plaisir. ravie. Confidentiel. Merci. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville.